Bienvenue à la Cinémathèque Suisse en compagnie de Pathé Film et Bandita Film en collaboration avec les rencontres du 7e art. Je ne vous le cache pas, c'était une longue journée, un peu rude, un peu difficile pour l'équipe de la Cinémathèque Suisse. Ces derniers jours étaient particulièrement éprouvants pour notre équipe, mais pour le monde du cinéma et pour le monde de la culture et de l'art en général. Alain Tanner d'abord. Aujourd'hui, Jean-Luc Godard nous ont quittés, donc nous sommes extrêmement tristes et émus. En même temps, en regardant cette belle salle, vous êtes si nombreux et nombreuses ce soir, ça me réconforte parce que je me dis que le cinéma est bien vivant, la relève est là, vu qu'on va présenter le film de Lionel Bayer, et le hasard, de fois, il a un timing très intéressant parce que justement, on est là pour voir le nouveau film de Lionel Bayer qui était présenté à Cannes à la quinzaine des réalisateurs, ensuite à Le Carnot, et là, c'est pas un hasard. Lionel, il y a quelques années, a fondé Bande à part, film, avec Ursula Meyer, Jean-Stéphane Brand et Frédéric Mermou, et donc symboliquement je trouvais que cette projection ce soir est aussi un premier geste d'une certaine manière pour remercier et rendre hommage à ces deux grands messieurs qui nous ont quittés. Donc voilà, je vous le dis, je suis extrêmement émue mais contente en même temps d'accueillir Lionel et ses invités. Et comme on dit, parce que c'est dans l'air de ces jours, deux grands rois du cinéma nous ont quittés, mais le petit prince est là, donc vive le roi, Lionel Bayer. C'est gentil, mais... Lionel Bayer, premier, troisième. Non. Il y a des gens à qui on ne peut pas se comparer, et c'est pas une douleur, c'est plutôt un plaisir. En fait, de savoir que des gens sont à un autre endroit que nous, et c'était le cas de Jean-Luc Godard. Et ce qui est la chose qui est toujours bien avec la disparition de gens qui sont si importants, c'est qu'en fait, je crois que les cinéphiles sont dans la même tristesse que les réalisatrices et les réalisateurs, qu'on partage tous un sentiment comme ça, un petit peu de perte, mais qu'en même temps, je me suis dit, on aura eu toutes et tous la chance d'être contemporains de Jean-Luc Godard, et que moi, j'ai eu la chance de faire des films pendant ce temps qu'il faisait des films. Carole, il était en train encore de découper des photos, des dessins pour préparer son prochain film, et que vous, toutes et tous, vous êtes venus voir des films à la Cinémathèque, des fois même en sa présence, oui. Ici. Je me souviens d'avoir vu la rétrospective Buster Keaton au cinématographe avec Jean-Luc Godard qui venait voir les films. C'était très particulier parce que personne n'osait rire tant que Jean-Luc Godard n'avait pas rigolé. Donc tout le monde était comme ça, même si on avait envie de rire, personne n'osait. Et puis d'un seul coup, Jean-Luc Godard rigolait, on ne savait pas pourquoi. Et tout le monde rigolait en disant « Ouf, il a rigolé, on peut rigoler un peu ». Donc voilà, cette maison était la sienne aussi, puisque sur la scène sur laquelle on se trouve ici, il y a de cela 3 ans, il a reçu le prix des cinémathèques de l'Association des cinémathèques internationales, présidée par Frédéric Mer, qui est aussi le directeur de la Cinémathèque suisse ici. Donc il était particulièrement attaché à cette maison, à son ami de toujours qui était Freddy Buach. Donc il n'y a pas de meilleur endroit ce soir d'être ensemble qu'ici, à Lausanne, dans le canton de Vaud, dans son canton, dans sa cinémathèque. Et puis cet outil qui va bientôt s'étendre avec le Capitole, c'est l'endroit formidable dans lequel la vraie relève, moi je suis déjà maintenant plus la relève, mais ceux qui sont dans la salle iront voir des films, et comme disait Buach, il disait cette chose formidable, quand on lui demandait pourquoi c'était important de faire des séances à 15h à la Cinémathèque, quand il n'y avait pas beaucoup de monde, ou que des fois il y avait peu de monde dans la salle, il disait peut-être qu'il y a peu de monde, mais peut-être qu'il y a le prochain Jean-Luc Godard assis dans la salle. Donc nous devons projeter des films tous les jours, 3 fois par jour, parce que ce serait important que peut-être le prochain Jean-Luc Godard se découvre un désir pour le cinéma ici. Donc la Cinémathèque, c'est voilà la vraie royauté, c'est la continuité. Les rois disparaissent, mais la Cinémathèque et le royaume restent, et nous y sommes tous invités. Et merci beaucoup pour cette invitation ce soir. C'est un grand plaisir. Merci Lionel. Donc, on a des invités importants. Tu les appelles avec moi. Il y a un de tes acteurs qui est présent ce soir. Alors comme tous les autres ont déserté parce qu'ils détestent la Suisse, il faut savoir qu'Isabelle Carré, qui semble être une femme très sympathique, était épouvantable. Elle a dit jamais je foutrais les pieds en Suisse. Donc elle a décidé de ne pas venir. Non, elle tourne, donc elle ne peut pas être avec nous. Mais par contre, Tom Villa, lui, ne fout rien. Donc il ne tournait pas. Et je vous demande d'accueillir chaleureusement Tom Villa. Bonsoir. Bonsoir. Ah, le chômage. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Un mot sur Godard aussi. C'est le piège.
Non, faut C'était dire bien, un mot sur hein. Tanner. Un mot sur Tanner. Sur Tanner. En chinois. En chinois, en mandarin, parce que je parle mandarin couramment, mais je ne le ferai pas ce soir. Non, mais très heureux d'être parmi vous et de vous présenter ce film en avant-première qu'on a eu le plaisir de tourner l'année dernière déjà. Et voilà, j'ai pas mieux, tout simplement. Ceci dit, donc à la fin de la projection, on va discuter un petit peu autour du film, et puis tu es évidemment le bienvenu de parler avec nous, discuter avec le public. Avec grand plaisir. Après, une grande dame. Alors on va appeler 2 personnes à la fois, je crois, qui sont les producteurs du film. Je voudrais rendre un hommage particulier à Pauline Gigax et Max Carly qui ont produit ce film. Et en fait, vous savez, pendant le temps du Covid, les réalisatrices et les réalisateurs ont beaucoup chouiné en disant que c'était très difficile de tourner. C'est vrai, c'était difficile de tourner, c'était compliqué, on devait mettre des masques, on ne pouvait pas s'approcher des gens. Mais il y a dans le métier du cinéma des gens qui ont pris des risques beaucoup plus grands que tous les autres pour produire des films sous le temps de Covid, parce qu'il y avait un nombre incalculable d'écueils et de problèmes, d'autant plus quand on tourne en Italie, d'autant plus quand on tourne en Sicile. Et donc il fallait énormément de courage, de détermination et de force. Et donc je vous demande vraiment d'applaudir et de faire un grand bonjour, merci, hommage à Max Carly et Pauline Gigax qui ont produit le film. Bienvenue. Je vais pas en prendre 2. Madame, je sais que Max ne voulait pas monter. Tapis pour toi. C'est le moment de passer à une chose un tout petit peu plus officielle. Bonsoir. J'aimerais quand même prendre quelques secondes pour vous raconter une histoire. Il y avait un roman de Ramu qui racontait qu'un jour un colporteur arriva dans un village et qu'il devint ami avec tout le monde parce qu'il savait raconter 1000 histoires. Et voilà qu'un orage éclate et dure des jours et des jours. Alors, le colporteur raconte que c'est la fin du monde. Mais le soleil revient et les habitants du village chassent le pauvre homme. Ce colporteur, c'était le cinéma. Merci pour tout, Monsieur Godard. Et merci, un précieux merci. Tout d'abord à Madame la Présidente du Grand Conseil vaudois qui nous fait l'honneur d'être présente dans la salle ce soir. Merci, un merci précieux à nos alliés de toujours, amis et relais du monde politique, à nos complices de la radio-télévision suisse, de l'Office fédéral de la culture, je vais le faire en chantant, ça ira plus vite, de Blue, de Cinéforum, de la Loterie Romande, de Suisse Images, du canton de Genève, de la SSR, de Mediadesk, de ProCinéma, de Focal, de la Cinémathèque suisse bien sûr, et de nos partenaires adorés de Pathé. Un merci particulier à toutes les équipes du film, bien entendu, du tournage, mais aussi de Bandita, c'est-à-dire de Rita Productions et de Bandapar Film. Un merci très particulier à la superbe Marine Dumas. Et merci à mon partenaire sans qui ce film serait à peu près autre chose. C'est pas vrai, c'est Lionel. J'y viens. Il y a plus de 7 ans, sur d'étroites routes portugaises, ce film est né. Et encore une fois, pour avoir le privilège de le citer, comme le disait Jean-Luc Godard, tourner un film, c'est comme des vacances programmées. On ira à tel endroit, à tel moment, on ira. Quoi faire, on ne le sait pas. Merci Lionel pour ce très long et très beau voyage. J'ai envie de te dire, on a eu un nice time, qui se trouve être aussi le titre du premier court-métrage d'Alain Tanner, auquel on pense aussi aujourd'hui. Merci pour tout. Merci Pauline. Et last but not least, une pièce du puzzle très important pour réaliser aujourd'hui les films en Suisse et en Suisse romande. J'aimerais inviter Stéphane Moret, secrétaire général de Cinéforum. Bienvenue Stéphane. Bonsoir.
Alors merci Pauline d'avoir fait la majorité des remerciements que je voulais faire ce soir. Du coup, je vais être beaucoup plus bref. Je voulais juste, voilà, je suis de Cinéforum. Si vous savez pas ce que c'est tous les cantons romans, la ville de Lausanne, de Neuchâtel et la loterie romande, qui mettent ensemble leurs moyens pour soutenir les films et les séries en Suisse romande. Et c'est important pour vous de savoir que dans toute la liste que Pauline a citée, c'est essentiellement de l'argent public, pas seulement évidemment, mais il y a beaucoup d'argent public et c'est pas pour rien. C'est une politique qui est comme ça depuis très longtemps, depuis les années 60 en Suisse et en Europe. Et je voulais juste attirer votre attention sur la télévision que Pauline a remerciée chaleureusement. C'est pas immuable l'investissement de la télévision dans le cinéma. C'est quelque chose qui est extrêmement important, qui permet à des films comme celui-là d'exister et beaucoup d'autres. Et je voulais juste vous parler 2 secondes de la télévision. Comme vous le savez, la télévision publique existe grâce à votre redevance. Et dans pas très longtemps, vous allez recevoir un papier de vote qui vous propose de couper cette redevance en 2. Cette jolie initiative qui s'appelle 200 francs, ça suffit. Mais j'aime bien son autre nom qui est beaucoup plus clair sur les intentions, No Bilag 2. Et je vous invite à voter non à cette initiative parce que, à part les dégâts catastrophiques que ça aura sur la démocratie et la diversité des médias, ça aurait aussi évidemment un coup de grâce sur le cinéma suisse qui sera séparé d'à peu près la moitié de ses moyens. Donc, s'il vous plaît, de grâce, votez non. Je sais que je peux compter sur vous parce que vous avez été extrêmement nombreux ici à Lausanne à voter oui à la loi sur le cinéma et je vous remercie chaleureusement pour 86%. Voilà, Content de vous. Petit mot de lancement pour le film? Non. Quand les réalisateurs doivent dire beaucoup de choses au début du film, c'est signe qu'il y a un problème. Je dis rien, le film se débrouillera très bien tout seul, et s'il y a des problèmes, c'est comme la ligne Hotline chez Ikea, je serai là à la fin pour expliquer comment remonter le bug Ingvar. Donc je vous laisse tout seul avec l'étagère. Merci beaucoup, bonne projection à tout à l'heure. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Donc Lionel, ce film, on peut le considérer comme un 3e volet d'un parcours et d'une réflexion sur l'Europe. Tu as été en Pologne d'abord, après au Portugal avec les grandes ondes, et maintenant on est au sud de l'Italie, Sicile, Catagne. À quel moment l'idée de ce 3e volet a germé ? Il y a un petit moment, je crois. Oui, ben c'était comme vous toutes et tous, quand j'ai découvert les images des corps qui arrivaient sur les plages du sud de l'Italie, en Grèce, et j'ai, comme vous toutes et tous, sans doute été complètement bouleversé et choqué par cette image d'enfant, la tête dans le sable sur une plage, qui était un petit garçon qui s'était noyé et qu'on avait retrouvé sur une plage. Et je me disais, mais c'est complètement impossible qu'on continue en fait de vivre ici comme si de rien n'était, alors que ces gens se noient et qu'on en est en partie responsable, parce que dans le fond les gens qui agissent au sud de l'Union européenne sont des gens en fait qu'on a élus ou qui sont des émanations de gouvernement pour lesquels on a voté, etc. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller voir en fait ce qui s'y passait, de voir comment est-ce qu'on les accueillait, quels étaient les systèmes d'accueil, avec toujours l'idée de se dire que puisque le film, le 3e volet de cette tétralogie serait au sud, il devait forcément parler aussi de la question migratoire. Et donc tu as pas mal voyagé pour préparer ton histoire. Tu es allé en Grèce, en Italie, je suppose. Oui, alors je suis allé en Grèce d'abord parce qu'au moment où on a commencé les recherches, la Grèce était vraiment un des points les plus chauds. Je suis allé sur l'île de Lesbos, là où il y avait le camp de Moria, qui depuis a brûlé, et j'ai vu un petit peu ce que vous voyez vraiment dans le film, qui est la partie de tout ce que dit le personnage de Charland, que Tom Villa interprète. C'est quasiment la partie la plus documentaire. C'est-à-dire, j'ai assisté vraiment pas à une préparation de visite officielle de Macron, de Merkel, mais à l'arrivée de journalistes. Et je voyais comment est-ce qu'on sélectionnait les migrants et les migrantes dans le camp. La télévision française demandait un homme noir, mais qui parlait pas trop bien le français. Ils avaient quelqu'un, mais il parlait vraiment très bien le français. Du coup, le mec a dit, écoutez, il parle quand même très très bien le français, c'est embêtant, on va pas croire qu'il est vrai, etc. Et puis je me souviens d'une femme qui avait un enfant dans les bras, et la télé autrichienne disait, alors il est super, le problème c'est que le bébé crie beaucoup, est-ce qu'on peut pas mettre un autre bébé dans les bras de cette femme? Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, en mettant un autre bébé qui n'était pas son bébé. Et devant le camp de Moria, il y avait
des food trucks avec des gens qui vendaient des saucisses, des gaufres, des panini, parce que le dimanche, les gens venaient pour s'asseoir comme au zoo, regarder les migrants, sortir, rentrer. Les gens montaient depuis le port de Mytilène pour faire du tourisme. Et puis, il y avait toutes les associations caritatives d'Europe qui débarquaient les unes après les autres. Les scouts hongrois étaient poussés par le Secours catholique français, qui étaient poussés par le Centre social protestant de je sais pas où. Je ne dis pas s'il y a des gens du SP, ça n'a rien à voir, je dis ça par hasard. Enfin bon, toutes les associations caritatives se poussaient pour faire le bien. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut filmer, il faut montrer... je ne suis pas légitime, en fait, pour raconter le quotidien d'un migrant ou d'une migrante. Il me faudrait beaucoup plus de temps, et l'implication de plein de cinéastes ont eu de partir sur des bateaux, de voir comment ça se passait en mer. Par contre, je crois que je peux raconter cette espèce de contre-champ qu'on ne voit jamais, qui est la façon dont nous les accueillons et qui raconte beaucoup de choses sur nous. Et pourquoi l'Italie? Pourquoi tu as choisi à la fin l'Italie? Alors ensuite... Salvini avait fermé les ports italiens, puis a réouvert les ports italiens, et quand même depuis le début, dans l'idée de faire le film au sud, pour moi c'était plutôt le sud de l'Italie, et l'Italie avec lequel je suis plus familier, en fait, dans le fond, que la Grèce. Il y avait aussi quelque chose qui était lié au cinéma de ton pays, le cinéma italien de cette époque, des films de Monicelli, de Dino Risi, des comédies... Commedia italienne. Les comédies italiennes, qui étaient toujours des films très drôles, très enlevés, mais qui racontaient toujours la vérité du pays duquel ils avaient été produits. Les films racontaient vraiment la modernisation de l'Italie, le déclassement social, l'urbanisation des campagnes, tout en étant des comédies. Et je me disais, il faudrait que le film soit un peu dans cette tonalité-là et qu'on se permette de faire comme faisaient les Italiens à l'époque, de rire de quelque chose qui n'est pas drôle du tout, en fait, et d'essayer, en fait, en tout cas, de sourire non pas de la situation, mais plutôt de l'absurdité qu'on produit sur cette situation. Et le film est très porté par ton casting, par tes acteurs, et il se trouve qu'en fait, il y a des acteurs qui arrivent d'horizons très différents. Est-ce que c'est un choix voulu au départ, ou c'est un hasard du casting? J'ai pris ce qui restait. Une question de budget, déjà. Non, mais je peux dire un mot sur Tom, et après je peux lui laisser la parole pour qu'il explique pourquoi est-ce qu'il a fait le film. Mais moi, j'ai toujours bien aimé en fait aller chercher des endroits qui étaient un peu étranges, parce que étranges dans le sens où le cinéma français ou francophone, il met toujours quand même en lumière un peu les mêmes actrices et les mêmes acteurs. Et alors que quand vous regardez du cinéma européen, vous êtes ébahi par les acteurs que vous voyez partout en disant mais j'adorerais faire un film au Portugal avec cette fille, en Grande-Bretagne avec ce type, j'ai envie d'écrire un scénario pour une Suédoise. Il y a plein de gens que vous trouvez formidables. Et je me dis pourquoi est-ce qu'en France on a toujours un casting qui se ressemble un peu. Et puis moi j'aime beaucoup regarder la télévision, je m'intéresse un peu à ce qui se passe sur Internet aussi, et j'avais vu par exemple, pour commencer par Tom Villain chez Thierry Ardisson, je l'entendais à la radio sur France Inter avec Nagui, et je le trouvais vraiment je trouvais qu'il avait une forme d'humour qui était incroyable, parce qu'il n'y avait pas de cynisme. Souvent dans les humoristes français adorent toujours un petit peu plus, faire un peu les malins avec le sujet, de pointer un truc encore en plus. Et lui, il avait un truc très à l'américaine, de faire, je fais le truc très très droit, et je joue le faux naïf tout le temps. Donc, chez Thierry Ardisson, il envoyait des scuds énormes sur des femmes et des hommes politiques qui étaient invités. L'émission était tout à fait bien séante, sauf quand il arrivait pour dire avec un air de jeune premier des horreurs sur ces personnes qui étaient complètement ébahies, tout à fait chamboulées par le fait qu'on leur dise des trucs pareils. Et Tom avait un espèce de côté de faux naïf que je me suis dit, mais ça ferait un macronien parfait. C'est quand je voyais Gabriel Attal, le porte-parole de Macron, ou je voyais des fois Macron à la télé, je me disais, c'est pas possible de dire des trucs aussi énormes que ça et de pas se rendre compte que c'est complètement choquant. Le fameux machin de vous avez qu'à traverser la route pour trouver du boulot, que Macron avait déclaré, ou encore il y a cela 2 semaines en disant aux Français, aux Françaises, maintenant il va falloir vous serrer la ceinture, parce que fini le temps où on rigolait et qu'on achetait tout. Mais enfin, il est malade. Le temps de l'abondance. Mais 90% des Français ne sont pas dans l'abondance depuis 40 ans. Donc je me disais, mais c'est fou de dire des trucs pareils et de pas sourciller. Et donc j'ai pensé à Tom Villain, qui a d'abord dit non pour faire augmenter son cachet. C'est vrai, Tom? Non, pas du tout, j'ai dit oui tout de suite. Non, mais écoutez, Lionel Bayer m'a très gentiment contacté par email. Il m'a envoyé le scénario que j'ai dévoré, et il y a une vieille légende qui dit que parfois les acteurs ils acceptent de faire des films pour 1 ou 2 scènes, et moi j'ai vu toutes mes scènes et j'ai dit mais j'ai tout envie de les jouer. Donc voilà, on a ensuite fait un petit bout d'essai, et puis après c'était parti pour la grande aventure en Sicile, voilà. Mais le personnage était génial, quoi. Il y avait plus, alors pour nous les Français c'est un macroniste, et pour vous c'est un Français, et voilà. Donc tu joues la France, tu le dis à certains moments. Je joue la France, donc voilà. Je suis très très content d'être avec vous aussi en Suisse, parce que de voir que finalement on a fait l'avant-première en France, mais que c'est un prisme et un angle différent pour vous, donc je suis très content. Voilà.
Et puis Isabelle Carré, c'est grâce à ma sœur. Et Théodore aussi, c'est mère et fils sont incroyables. Non, qui est pas ouf. Théodore qui est pas ouf, Isabelle pas mieux qui non est pas plus. Très bon non plus. Non. Tom les a beaucoup aidés. Non, Isabelle Carré, c'est grâce à ma sœur qui est dans la salle, qui est une lectrice, et moi j'avais pas pensé à elle pour le rôle, j'avais pensé à quelqu'un d'autre. Après, pour plein de raisons de Covid, déplacement de tournage, ça n'a pas été cette actrice. C'était Jean Reno. C'était Jean Reno. C'était pas le même film. C'était un peu différent. Et ma sœur m'a dit, mais tu devrais, elle m'avait offert Les Rêveurs, le premier roman d'Isabelle Carré. Elle m'a dit, tu devrais lire le livre, voilà, parce que je l'ai entendu à la radio, on parlait, j'ai lu le livre, et je crois que vraiment le livre te plairait. Et j'ai lu le livre, et j'étais vraiment très... c'est pas que j'étais étonné, mais il y avait une tonalité dans ce livre où elle était beaucoup plus sec, sans illusion, assez dure, des fois sur des situations qui semblaient être charmantes dans sa vie, et en fait elle était assez... voilà, une sorte de frontalité dans les mots, et une sorte de pression dans l'écriture, où je me suis dit, mais c'est pas du tout l'image que j'ai d'elle, où dans le cinéma français, on l'a souvent fait jouer des amoureuses, des filles fragiles, des femmes en détresse. Et en fait, quand j'ai lu le livre, je me dis, mais cette fille a vraiment une force de caractère, une sorte de petite voix intérieure qu'on lui a pas vraiment permis d'exprimer. Et donc, on lui a fait lire le scénario. Et c'était aussi, là, comme avec Tom, c'était une vraie... Je crois qu'elle a reconnu quelque chose dans le personnage. Mais est-ce que vous avez... Donc, tu as dit que tu as lu le scénario, tu étais importé, tu voulais jouer toutes les scènes, mais est-ce que vous avez à un certain moment travaillé ensemble? Est-ce que tu as amené quelque chose de plus ou tes personnages étaient déjà extrêmement précis écrits, si on peut le dire? Ah bah oui, non mais vraiment le scénario de Lionel était parfait. Moi, il y a quelque chose aussi qui m'a séduit et qui se perd de plus en plus, c'est les bons dialogues. Et je trouve qu'il y a des bons dialogues dans ce film-là, et ça fait plaisir parce que je trouve que parfois les films en manquent terriblement. Et donc voilà. Après, le personnage, il était assez clair justement quand on a fait ce petit bout d'essai dans le bureau des films du Losange, si je dis pas de bêtises. Justement, on a passé toute l'après-midi un petit peu à peaufiner. T'avais écrit une scène spécifiquement qui n'est pas dans le film, justement pour pas déflorer le film, je pense, et pas se retrouver 3 mois après, se dire bon on l'a déjà fait, tu l'as refait comme il y a 3 mois. Donc il y a tout ça, mais le personnage était parfait. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est quand on revoit Gabriel Attal, Marlène Schiappa, tous ces gens-là de 30 ans, on se dit c'est des communicants et c'est pas des hommes politiques sur le terrain qui essaient de s'occuper des préoccupations des concitoyens, mais plus des gens qui font des tweets et des stories Instagram, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment où le groupe d'acteurs principaux, vous avez travaillé ensemble, en fait une phase de préparation? On a fait une lecture. D'accord, Moi, à l'américaine. Ouais, on a fait une lecture juste du scénario ensemble. Moi, je fais jamais ça parce qu'il y a des gens qui le font très bien, des répétitions. Je suis pas du tout contre, mais je sais que moi, je sais pas le faire parce que je sais pas faire semblant qu'on est dans une voiture et faire comme si on tournait le volant ou qu'on était dans un camp alors qu'on n'y est pas. Et moi, je crois beaucoup après, même ce que dit Tom, le fait qu'on ait fait des essais, c'était pas un casting parce que, en fait, quand on demande à quelqu'un de venir, moi, j'étais convaincu que, évidemment, Tom Villas savait jouer. Ça, c'était pas du tout la question. En fait, le petit bout d'essai qu'on a fait, c'était plutôt pour savoir comment est-ce qu'on allait se parler. Pour moi, c'était une façon de voir si je lui dis ça produit quoi dans son jeu. Donc voilà. Après, les autres comédiens et comédiennes, même chose pour Théodore, on a fait comme toi. Je me suis dit juste, on regarde si quand on essaye une scène qui est jamais dans le film d'ailleurs, juste pour voir comment ça se passe. Je lui dis ça, il produit ça, et c'est toujours bien quand les gens font autre chose. Tom, il faisait autre chose. Je lui disais quelque chose, hop, il proposait une autre idée. Donc je me disais, bon, ça c'est bien, on va pouvoir le prendre. Après, non, on a fait une lecture, puis on est parti en Italie. Et après, moi, je crois qu'on prépare beaucoup les films en parlant avec les comédiens, les comédiennes, voilà, en repas, même au comment tu as travaillé avec Isabelle Carré et Théodore Pellerin. Ils incarnent quand même le conflit des 2 générations, en plus du conflit mère et fils. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que personnellement, je me retrouve tout le temps dans les 2 côtés. Donc il y a beaucoup ce jeu de participation avec ces 2 personnages. Et eux, comment tu as travaillé sur le rapport entre les deux, avec les 2 acteurs? Alors, Théodore, je l'ai peu vu parce qu'il y avait le Covid, donc on a fait beaucoup de Zoom. Donc lui, il est au Québec, on est d'accord. Il est québécois, ouais. Et donc on a fait beaucoup de Zoom parce qu'on ne pouvait pas se voir. On est allé avec Pauline une fois, on a fait, je vais l'avouer, un truc horrible au niveau du CO2, si je vais le dire. On a pris un avion pour aller 36 heures à Montréal et en repartant. C'était un jet ou c'était un char à voile? Ah non, c'était un jet. Pauline Gigax travaille notre vol. Non, c'était un avion de ligne quand même, mais malgré tout, parce que c'était le seul moment où je pouvais le voir. Et pour moi, c'était assez impossible de pouvoir être convaincu du fait qu'on tourne
tourne ensemble sans qu'on se soit vu, même pour boire un café. Je crois vraiment que cette chose de rapport humain, moi je crois que tous les acteurs dans le film, la seule chose dont je dois être sûr, c'est que vraiment je les aime profondément. Et c'est pas une formule, en fait, il faut être sûr qu'on a envie de les réussir. Donc les aider à être bons, et être sûr que jamais ils soient mis en difficulté d'être mauvais dans le film. Et donc il y avait ce truc juste de se dire, quand ils vont se rencontrer, Isabelle et Théodore, il faut que quelque chose se passe entre eux pour que ça existe en dehors de moi et qu'ils aient leur petite histoire. Et alors là, avec Isabelle Carré, si vous voulez, elle est tombée mais folle, raide, dingue, amoureuse de ce grand Québécois. Lui a complètement fait un transfert comme si c'était sa mère, on ne pouvait plus les décoller. La dernière semaine, ils n'ont pas arrêté de pleurer. Mais je dis, mais pourquoi vous pleurez? Mais parce que c'est la dernière fois on tombe dans la voiture, ensemble, c'est la dernière fois on s'embrasse, c'est la dernière fois on est dans un champ et un contre-champ. Je disais, écoutez, il faut choisir, pleurer un jour. En bon protestant roman, j'étais complètement débordé par ces émotions et très incommodé par toute cette effusion de sentiments. J'ai dit, choisissez un jour où vous pleurez à fond, mais ne venez pas pleurer tous les jours. Et donc ça les a fait pleurer encore plus, évidemment. Et donc, non, ils se sont entendus en fait très très bien, et ça vous échappe. En fait, je trouve que comme réalisateur, il faut avoir la modestie de se dire, ce n'est pas grâce à moi, c'est leur rapport humain. Moi, je les ai mis en relation, et après ils ont créé quelque chose ensemble, et ça leur appartient. Et du coup, ils sont très justes dans le film parce qu'il y a vraiment un vrai amour en fait de l'un pour l'autre. Ouais. Vous avez écrit le scénario à 3? Oui, principalement à deux. Julien Bouissou, qui est un scénariste avec lequel j'ai souvent collaboré, avait écrit une première version. Puis après, le scénario a pris beaucoup de temps, parce qu'il y a eu... d'abord, le personnage principal était britannique, donc Nathalie Adler était britannique, puis il y a eu le Brexit, donc hop, exit la britannique. Ensuite, on a voulu aller tourner en Grèce, mais c'était les Italiens qui fermaient les ports. Alors hop, on va en Italie, puis Salvini rouvre les ports, on se demande ce qu'on va faire. Il y a le Covid, rebelote, donc on a écrit plein de fois, et le scénario a vraiment été après coécrit avec Laurent Larivière, qui est également un réalisateur, avec qui on a fait des dernières versions. Mais c'est vrai que Charlon, c'était le personnage, c'était du beurre, chaque fois on se disait c'était du miel nous collait dans la bouche quand on se disait on va rattaquer un petit peu Charlon. Quel plaisir quand on était un peu déprimé, on disait on va retravailler un peu Charlon, parce que c'est vrai que c'est un des personnages les plus truculents à écrire, parce qu'il a toutes ces phrases complètement improbables, et donc chaque fois on se dit dis non, t'as vu Attal hier à la télé, on devrait rajouter ça à Charlon, il devrait encore dire un truc pareil, ça va être trop sur lui quand même. En fait, tu incarnes le paradoxe européen, complètement. Oui. C'est une belle satisfaction. Absolument. Ouais. Et donc, quand vous êtes arrivé en Sicile, comment ça s'est passé? Alors, c'était très compliqué parce qu'on était encore en période de Covid. Et donc, jusqu'au dernier moment, on s'est posé la question, Max et Pauline ont pris le risque de se dire est-ce qu'on tourne pas? C'était encore en zone rouge, en Sicile, donc tout le monde avec des masques, donc les restaurants fermés, donc du plexiglas partout, évidemment. Donc, une des scènes les plus chères du film, étonnamment, c'est une scène où Isabelle Carré traverse une foule. Et en fait, cette foule, évidemment, pour qu'on puisse tourner dans une rue avec du monde, il faut que tout le monde soit démasqué, donc testé, plusieurs fois isolé, que tout soit sécurisé autour, que personne ne puisse rentrer dans le paramètre dans lequel on va filmer. Et puis, nous avons découvert une petite particularité en Sicile, c'est que quand vous voulez payer quelqu'un même 20 € pour être figurant sur le film, il faut faire une petite enquête fiscale pour savoir si cette personne est en délicatesse avec l'État italien. En Sicile, une très grosse partie de la population est en délicatesse avec l'État italien. Donc on envoyait des documents au tribunal de Palerme pour dire est-ce qu'on peut tourner avec Madame X? Ben non, écoutez, alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas payé de sa bûche pour une voiture? Non, elle doit 2 millions à l'État italien. Ah quand même, d'accord, donc on ne va pas tourner avec Madame Machin. Et s'ajoutait là-dessus une autre difficulté tout à fait sicilienne, c'est qu'il faut aussi demander si les gens n'ont tué personne. Ce qui représente aussi en Sicile une petite partie de la population. Donc on avait par exemple un syndic italien qui devait jouer la scène où Macron et Merkel sont sur le point d'arriver en avion, et on avait un syndic formidable. Je dis vraiment ce syndic est formidable, il est très drôle, truculent, machin. Et alors non, on m'a dit non, écoutez, il a tué 2 personnes. Je dis écoutez, bon. Mais il est syndic. Il est syndic, et en plus il est à l'extérieur. Non mais il est sorti de prison, donc mais quand même il a tué 2 personnes, donc voilà, il est sorti mais il a fait 20 ans de tôle. Donc on a eu un syndic qui était moins bien, mais qui avait tué personne. Voilà. Il faut choisir. Donc on a des acteurs des fois italiens qui sont à la limite du décrochage, mais ils ont tué personne. Voilà. Donc voilà, non mais après c'était un tournage aussi très heureux parce que comme beaucoup, je crois en temps de Covid, les gens étaient tellement contents de recommencer à travailler, les techniciennes et techniciens suisses, français, italiens, que tout le monde se tenait à carreau pour qu'il n'y ait aucun cas de Covid sur le film. Et il y avait quand même 80 personnes sur le plateau, il y avait du monde, et c'est une vraie gageure en fait de se dire que pendant plus de 2 mois de tournage, personne ne va attraper le Covid. Mais les gens ont été incroyablement respectueux de peur d'arrêter le travail. Mais est-ce qu'il y avait aussi, une volonté de participer au projet du film?
Alors, c'est difficile de vous dire que la quatrième personne au fin fond du camion qui sort les lampes est complètement motivée par le film. Moi, je pense qu'il est motivé par le fait qu'il aimerait bien être payé quand même, plus que pour ça ou autre chose. Mais après, oui, je pense que quand on a parlé du film avec tout le monde, et je pense particulièrement avec les migrantes et migrants qui apparaissent dans le faux camp, puisque c'est un camp qu'on a reconstitué, et que les Italiens avaient proposé de faire un casting. Et puis j'ai dit, non, c'est pas possible, on va faire un casting pour les migrants. On se retrouve nous-mêmes dans la position de se dire, monsieur est trop noir, madame est trop blanche, que sais-je. J'ai dit, toutes les personnes qui viennent sur le film seront dans le camp de migrants. On les prendra et on fera quelque chose avec eux. Et parmi eux, il y avait Elisabeth Owana, que vous voyez à la fin du film, qui est une jeune Camerounaise qui maintenant est depuis 6 ans en Italie et qui, elle, attendait sur l'entrée de la salle où on recevait les gens et elle les bras croisés. Et puis je suis allé vers elle et elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Puis je lui ai dit, je fais un film qui se déroule pendant la crise migratoire. Et puis elle était un peu ironique, un peu sarcastique en disant, vous venez encore faire un film sur nous, c'est ça? Puis je dis, non, je viens faire un film sur nous, je vais nous filmer nous, voir comment est-ce qu'on réagit avec vous. Et elle m'a dit, moi je suis d'accord d'être dans le film, mais il y a 3 choses dont je voudrais parler. Et c'est des choses qu'elle dit dans le moment où elle prend la parole. Donc ça, c'était pas dans le scénario, c'est elle qui a amené ça. Ouais, elle m'a dit, voilà, il y a cette histoire de, je voudrais qu'on parle de la rémunération parce qu'on nous prend 50% de notre salaire quand on va travailler à l'extérieur, et c'est pas très clair la façon dont ça s'organise. Il y a cette chose complètement fondamentale qui peut nous sembler accessoire, mais qui est fondamentale, des produits sanitaires qui sont faits pour des peaux noires, c'est-à-dire qui agressent pas la peau, qui n'assèchent pas la peau, des savons faits pour des gens qui ont une peau noire, des shampoings faits pour des gens qui ont des cheveux crépus. Elle disait, pour nous, c'est essentiel parce qu'on reçoit une toute petite dot chaque mois qu'on utilise immédiatement pour s'acheter des produits pour nous. Elle dit, alors ça a l'air d'intéresser absolument personne, c'est pas une priorité pour vous, mais pour nous, c'en est une. J'ai dit, ça c'est bien que vous veniez le dire, parce que moi je pourrais pas le dire, je pourrais même pas l'avoir imaginé. Puis cette chose très belle qui est l'histoire de la douleur. De dire, dans le fond, on imagine toujours que les gens qui sont de couleur, les gens qui ont une peau noire, résistent mieux à la douleur. Je ne sais pas d'où ça tombe, cette idée, mais c'est une idée un peu comme ça qui se dirait, vous avez traversé la Méditerranée en bateau, vous avez beaucoup souffert, donc quand vous dites que vous avez un petit peu mal à la tête à l'infirmerie, écoutez, il faut arrêter quand même, vous avez vécu des choses bien pires. Et ça m'a beaucoup ému, cette dernière chose, parce que quand on a préparé le film, j'avais proposé qu'on fasse une projection de différents films à Catane, et on avait vu toutes et tous ensemble To Be or Not To Be de Lubitsch. Dans ce film qui parle d'une troupe de théâtre pendant l'occupation de la Pologne par l'Allemagne, qui se permet de faire de l'humour sur les camps de la mort, c'est un film très très drôle, incroyablement gonflé et osé. Il y a toujours une troupe de théâtre avec quelques comédiens qui voudraient bien pouvoir dire la tirade du Marchand de Venise de Shakespeare, cette fameuse tirade qui dit, alors je me souviens plus de tête, mais quand vous nous tuez, ne pensez-vous pas que nous souffrons, quand vous nous blessez, ne pensez-vous pas que nous saignons? Et j'ai trouvé formidable qu'elle dise ça. Je me suis dit, voilà, elle dit bien mieux que Shakespeare, parce qu'elle le dit, parce qu'elle sait de quoi elle parle. C'est une sorte de petit rappel de cette chose. Elle dit, voilà, quand on vous nous blessez, on n'a pas de sang vert, on a de sang rouge comme vous. Et je lui ai dit, écoutez, venez dans le film, c'est à vous de prendre cette parole. Moi, je peux pas la mettre en scène, je peux pas la dialoguer, faire un bon dialogue avec. Ce serait complètement obscène. On a installé la caméra, elle a fait sa prise. C'est une excellente comédienne, capable de refaire, de changer d'intonation, d'imaginer d'autres choses. Elle est en train de préparer un autre film. Maintenant, on lui a proposé un autre film en Italie. Et elle était géniale. Et quand elle m'a dit, j'avais un petit peu peur, j'ai dit, on fait peut-être une répétition. Et je l'ai vue dans un parc à Catane, elle a commencé à parler, j'ai dit, arrêtez tout de suite, on fera tout de suite en filmant. Elle était géniale, elle avait une force et une puissance. J'ai dit merci de venir avec ces propos dans le film que j'aurais pas pu imaginer, que je pourrais pas porter moi comme homme blond de 45 ans, riche, qui vit en Suisse. Je peux pas avoir idée de tout ça, vous pouvez le dire. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Lionel Bayer et Tom Villa? Il y a un micro qui circule. Alors, Maxime, ou alors c'est moi qui le porte. Madame, vous faites comme ça, juste comme ça, Maxime, et vous voit. Voilà. Merci pour ce film vraiment chouette. J'avais 2 petits commentaires et une vraie question. La première, c'était de vous féliciter d'avoir fait un film qui passe le test de Bechdel. Donc félicitations. Les femmes ont un nom, un prénom, elles ne sont pas que dans des histoires d'amour. C'est ça le test de Bechdel pour les gens qui ne connaissent pas, qui permet d'identifier à quel niveau de misogynie on est avec les personnages féminins. Et l'autre, c'est donc vous apparaissez dans le film, un caméo. Est-ce que c'est un clin d'œil à Truffaut, à Hitchcock, à Stanley? Et ma vraie question, c'est comment vous avez eu l'idée de faire apparaître ces hommes à vélo qui sont juste merveilleux, en fait. C'est une vraiment très très belle image. Merci de vos questions. Et
Alors l'apparition, il y a toujours un plaisir à se glisser un moment dans le cadre. Là, c'est vrai que la contrainte du Covid faisait qu'on avait relativement un nombre de figurants qui était limité. Et on tournait sur un espace à Catane qui est le Longomar et qui est vraiment en face de la mer, sur lequel il y avait des gens qui étaient masqués à côté. Et nous, on avait un petit groupe de figurants qui n'étaient pas masqués, qu'on essayait de placer pour donner l'impression qu'il y avait du monde. Et on était en train de tourner, vraiment, j'ai juste sauté la route pour aller en fait prendre la place à côté d'Isabelle Carré pour recréer un petit peu de mouvement, en me disant voilà, jouerais très bien l'agresseur sexuel. Donc je fais donc je me dis voilà, elle m'a pas compris, elle me dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai dit joue, on est en train de jouer. Tu joues le masque latino. Voilà, absolument. C'est ça. Je joue l'homme latin moyen. Mais si vous regardez bien dans le film, comme le film évidemment a eu beaucoup d'argent grâce à Cinéforum et toutes les institutions qu'on a dit avant, mais quand même malgré tout on est toujours un peu serré sur les films. Je fais le figurant quelques fois encore, deux ou trois autres fois dans le film en fait. Vous me voyez juste dans le plan d'après en train de boire du jus de grenade. C'est le violeur multisite. Il était là, il est au centre de Sécatane. Plus tard, vous le retrouvez encore en train de passer devant la caméra, juste pour faire un peu de mouvement en fait devant la caméra. Et la question sur les cyclistes, c'est une bonne question. Quand vous allez en Sicile, vous croisez tous ces hommes à vélo en fait qui roulent. Et puis si vous prenez une fois le temps de les suivre avec la voiture, vous voyez comme le fait le personnage de Théodore Pellerin que ces vélos s'arrêtent dans un champ et que dans ce champ il y a des dizaines et des dizaines d'autres hommes qui sont en train de travailler à ramasser les tomates bio, les carottes bio, tout ce qu'on mange ici chez nous sur les marchés, dans les supermarchés, etc. Dans des conditions qui sont complètement indignes, de conditions salariales complètement indignes. Évidemment, vous ne pouvez que penser à l'esclavage. Ces champs, vous pensez aux champs de coton. Et c'est toujours des choses que vous essayez de voler sur le plan de tournage en disant ce serait bien qu'on arrive à placer juste ces petits cyclistes qu'on a vus tout le temps pour les suivre. Et puis avec cette réalité, quand on en croise un et qu'elle attend avec son téléphone portable, sur ces mondes en fait qu'on traverse, on a toujours l'impression qu'on vit le même monde, mais en fait il y a tous ces invisibles, ce qu'on appelle des invisibles, les gens qui ramassent vos ordures dans les trains, les gens qui sont dans le métro pour vider les poubelles, les gens qui tiennent les portes à la sortie des hôtels, que souvent on oublie, à qui on oublie de dire bonjour, qu'on regarde même pas parce qu'on est en train de parler au téléphone portable. Puis en fait on vit dans le même monde, mais pas du tout. On n'a pas du tout les mêmes réalités. Et moi, je suis toujours frappé quand je vois les affiches de l'UDC ici en Suisse ou bien les graffitis racistes sur les murs. Je me dis, ces gens sont en train de vider nos poubelles, les mains dans nos déchets. Et en plus, dessus, il y a un truc qui les insulte, qui dit en plus, ce serait bien si vous vous cassiez. Moi, je pensais toujours à ça quand il y avait ces affiches de l'UDC avec les moutons noirs qu'on poussait, ou les femmes voilées qu'on poussait en dehors du pays, en disant oui, bien sûr, je viens faire le ménage chez vous, je m'occupe de vos enfants, je suis dans les hôpitaux, je m'occupe des vieux, dans les MS, etc. Et vous voudrez bien que je me barre, que je parte. Je me dis, il y a une double violence. Et je voulais que le film, sans que la question de l'immigration soit centrale dans le film, mais que ça infuse un peu partout, qu'on y pense un peu partout, en fait. Encore une question ? Gardez, oui, volontiers, merci. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup Bonsoir. pour ce film. Tout à l'heure, Madame Gigax, si je ne me trompe pas de nom, elle a dit elle nous a raconté cette histoire où le colporteur est le cinéma. Et j'aimerais bien savoir qui est la météorite. Ah, ça c'est bien. Alors, écoutez, on peut faire un concours, parce que souvent les spectateurs ont des explications bien meilleures que celles du réalisateur ou de la réalisatrice sur la météorite. Vous avez une idée? Vous avez une Non, je n'y ai pas hypothèse? encore réfléchi. Je me pose beaucoup la question. Moi non plus, mais ça fait 1 an que j'ai fait le film, j'ai toujours pas réfléchi, je me suis pas vraiment posé la question. Non, en fait, ce qui est intéressant dans les films, c'est que les symboles, il faut qu'ils vous parlent à l'endroit où vous voulez qu'ils vous parlent. Je peux vous raconter pour moi ce que c'était que la météorite, et après, c'est une explication comme une autre. Je sais que depuis le début du scénario, il y avait cette histoire de météorite qui, au début, arrivait tout au début du film, puis après on l'a décalée avec la monteuse Pauline Gaillard, on l'a déplacée à différents endroits du film, mais c'était toujours présent cette image. Et quand j'y pense maintenant, parce que je crois que quand je l'ai faite, je savais pas vraiment pourquoi je voulais le faire. Il y avait l'idée, en tout cas, que quelque chose d'énorme devait tomber sur cette fonctionnaire de l'Union européenne pour qu'elle sorte d'une logique qui est une logique de régler les problèmes, de troubleshooter, de régler les problèmes les uns après les autres, que quelque chose d'énorme lui arrive dessus pour qu'un signe, que même si elle ne veut pas les voir, pour finir, les signes finissent par lui parler. Et pour moi, j'imaginais que ce drapeau européen, avec ses 12 étoiles, dont le nombre 12 symbolise l'excellence, qu'à un moment donné, ce drapeau, quand même, il se casse. Il y a des étoiles qui nous tombent un peu sur la gueule partout. En Pologne, quand on retire le droit à l'IVG pour les femmes, une étoile tombe. En Hongrie, quand on revient sur des lois pour les minorités sexuelles, il y a une étoile qui tombe. En Suède, quand on fait passer l'extrême droite au parti de gouvernement, une étoile se casse un peu la gueule. En Italie, quand Mélanie va arriver au pouvoir, une étoile tombe sur la gueule. Et je me disais, c'est bien que ces étoiles, à un moment donné, concrètement, une étoile tombe vraiment sur cette voiture, parce que
on a tendance à voir ce drapeau comme immaculé, et en fait, il est troué à plein d'endroits. Il prend l'eau ou il prend le feu. Et donc, je me disais que voilà, et cette météorite, elle pouvait aussi symboliser ça, symboliser le fait que sa religion, elle, c'est l'Union européenne, et que cette religion-là, ben, elle n'est pas aussi parfaite que ce qu'elle peut imaginer. Tom, comment tu as lu le météorite? Pour moi, c'était une métaphore de Fiat qui a détesté le multiplat et qui cherchait absolument à détruire cette voiture immonde. Voilà. Il y avait un plaisir à détruire une des plus vilaines voitures de l'histoire de l'automobile, ça c'est vrai. Une dernière question. Alors, je pose une question, moi. Donc, 3e volet, est-ce qu'il y aura un 4e volet? Bah, il faut aller au nord, non? À l'applaudimètre, on peut poser la question, faut-il un 4e film? Bah, tout à fait. Enfin, il manque le nord, quand même. Il manque le nord. Il manque le nord, et le nord, ce sera en Écosse. Alors j'attends un petit peu parce que c'est un pays, c'est toujours l'Écosse pour moi c'est très dangereux parce que c'est vraiment un pays que j'aime énormément, que je connais très bien. On a toujours très très peur de filmer les endroits qu'on connaît très bien, de peur de mal les filmer. Mais néanmoins j'attends que le royaume d'Écosse quitte le royaume d'Angleterre. Là, avec Charles III, c'est bien pour voir ce que ça donne. Parce qu'il l'aime pas trop. Et non, j'attends un peu, parce que c'est vrai que je suis la question de l'indépendance écossaise depuis de nombreuses années, et que cette idée de se dire que cette espèce d'union de nations au nord du continent a déjà pris le large par rapport à l'Europe, mais qu'en fait, l'État le plus au nord, lui, aimerait bien être rattaché au continent, continuer d'être rattaché au continent. Et donc, du coup, je pense que je ferai un film là-dessus, mais ça prendra un peu de temps. Je dois faire d'autres films entre deux. Et puis, il y avait presque 10 ans, il y a 9 ans de différence entre Les Grandes Ondes et celui-ci, 8 entre Comme des voleurs et Les Grandes Ondes. Alors on peut attendre un peu et voir ce qui se passera. Mais Tom, il aimerait bien jouer le rôle de l'Écossais, je suppose. Ah bah moi, ils sont très sexy avec leur kilt. Je suis incroyable, hein, vraiment. Tu sais, donc il ne porte pas de culotte sous les kilts. Hein. Mais ça, tu sais que c'est une fausse rumeur en plus. Non, c'est vrai. Ah, je t'assure. Je connais très bien l'Écosse. Alors on va pas dans les mêmes endroits. Je connais très bien les Écossais. Mais pas de culotte. Donc, je disais, le film, il est déjà sorti en France? Il est sorti en France et il sort en Suisse à partir de mercredi prochain. La semaine prochaine. Et je fais des avant-premières un peu partout dans le canton de Vaud, mais dans tous les cantons suisses romands. Je fais 27 dates. Donc si vous avez des amis ou qui soient en Suisse romande et que vous voulez leur dire d'aller voir le film, vous allez sur l'Instagram de Rita Productions, de Bande à part ou de Pâté, le film, et vous allez trouver toutes les dates de projection où je vais présenter le film. Demain, je serai à Morges, à Yverdon, après je vais à Bulle, à Bé. Il y a même des villages, je ne savais même pas que ça existait. Je dois dire, il y a des endroits, j'ai dit, mais c'est où ça? C'est dans quel canton? Le Jura bernois, d'accord. Mais c'est encore dans le Jura bernois, c'est déjà dans le Jura tout court? Non, c'est encore le Jura bernois, d'accord. Donc, partout. Et en Italie, vu qu'on est bientôt en phase élection, est-ce que tu l'as? Non, pour le moment, pas de pour réponse. l'instant. Hein, pas de réponse, ouais. Okay. Peut-être évidemment que le film sera montré, je veux que le film soit vu, mais c'est quelque chose qui est prévu. Le film sera vu et à Rome et à Catane, parce que c'est évidemment très important de rendre le film aux gens qui l'ont fait. Et puis c'est aussi, je rigole évidemment, mais c'est une vraie déclaration de l'amour à l'Italie aussi, parce que au cinéma italien bien sûr, mais aussi à la population, la scène de la couronne et de ces gens qui sont aussi bien issus d'un milieu catholique que des... Très félinienne, à propos de cinéma italien. C'est vrai, mais je trouve que c'est une belle scène parce que je trouvais importante de montrer, surtout parce qu'il y a toujours cette idée que les populistes parlent toujours au nom d'un pays. Salvini disait l'Italie, les Italiens, mais c'est pas vrai. Les gens au sud, à plein d'endroits au sud, et particulièrement en Sicile, où ils savent très très bien ce que c'est que l'immigration, parce qu'eux-mêmes, une partie de leur famille est partie, etc. Ils disaient jamais en notre nom, ne parlez pas en notre nom. Comme quand on entend des populistes ici qui disent tous les Suisses sont d'accord avec moi, je dis mais c'est pas vrai du tout. En fait, on n'est pas tous d'accord avec vous. Et donc je trouve important de montrer que la population, en fait, il y a, comme ils disent, nous ça nous importe, et de rendre aussi hommage aux Italiens, aux Italiennes qui en Sicile hébergent des gens, vont récupérer des gens en mer, font des cérémonies pour donner une dignité là où il n'y en a plus. Donc je trouve important que le film montre aussi ça. Et Tom, t'es au chômage? Non, tout le temps maintenant. Non, on te voit où maintenant? On me voit où? Alors, on pourra m'entendre sur France Inter. Est-ce que il y a Internet, il y a des radios digitales? Là, tu vas te ramasser une grosse volée de bois vert. On reçoit France Inter, France 2. On écoute plus même les médias français que les médias suisses. Tu m'as dit les Suisses sont des... Non, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Non, voilà. Et puis je viens de terminer le tournage d'un autre film, encore une fois sur les migrants, mais traité totalement différemment avec Olivier Marchal. Et puis le spectacle qui tourne un petit peu partout. Je suis pas sûr qu'il y ait des dates qui arrivent du côté de la Suisse, mais si vous appelez ma production, je viendrai avec grand plaisir à Lausanne. Et puis sinon, je viens avec grand plaisir de temps en temps au festival de Montreux, non loin d'ici. Voilà.
Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. C'était Merci à vous, merci à toi. très enrichissant. Merci beaucoup. Longue journée, comme je disais Oui. tout à l'heure. Merci en tout cas à Lionel et à Tom. Et merci aussi, toi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous le savez, Lionel est un grand connaisseur, un fin connaisseur de cinéma. C'est un pilier aussi de la Cinémathèque. Il nous aide beaucoup, il nous soutient beaucoup. Et son film, tout en étant un film extrêmement contemporain, est un véritable pont entre le cinéma contemporain d'aujourd'hui et le cinéma des grands maîtres dont on parlait tout à l'heure, auxquels évidemment on va rendre hommage le plus vite possible. Et donc suivez-nous sur notre site et sur notre programmation. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Et une bonne soirée à vous. Merci.